Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue à vous au podcast La science dont vous êtes le héros. Je me présente Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Bienvenue à ces courtes entrevues avec nos panélistes là, que nous allons bientôt recevoir pendant notre semaine sur la sensibilisation à la conduite responsable en recherche. Des entrevues donc avec ces héros ordinaires là, qui défendent courageusement les idéaux de la recherche académique. Aujourd'hui, dans nos studios, ou plutôt, ça va se faire par Zoom, évidemment, nous accueillons une autre Wonder Woman de la recherche. Elle est professeure en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais et elle est titulaire de l'importante chaire Abeona ENS, ça, c'est École normale supérieure de Paris, j'imagine. Oui. Obvia en intelligence artificielle et justice sociale, la chercheure Karine Gentelet est avec nous. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ravi d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que l'initiative est super intéressante. Et je suis ravie, enfin je suis ravie, non, mais je suis surprise qu'on parle de moi comme un super-héros, parce que c'est pas comme ça que je me vois, mais c'est très gentil. C'est souvent ce que les chercheurs disent, là, mais en même temps, c'était notre concept cette année, là, voir un peu, se rappeler les idéaux de la recherche. Puis les idéaux, ça prend des gens pour défendre ces idéaux-là. Donc, d'où l'idée de ce concept là, des super-héros et super-héroïnes en recherche. Donc, Karine va faire partie de notre panel c'est notre semaine sur la conduite responsable. Pour elle, ce sera le 4 mai prochain, donc de 9h à 10h30. Ce sera un mercredi. Et la conférence est intitulée Les biais en recherche entre science et conscience. Avez-vous hâte, Karine? Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. Puis on a vraiment un panel super intéressant avec un Vraiment. animateur vraiment super intéressant. Donc je pense que ça va être des débats, des discussions plutôt, qui vont être super enrichissantes et qui vont nous apprendre beaucoup. Et j'aime bien participer à ce genre de panel-là parce qu'effectivement, en tant que chercheur, on a toujours besoin de savoir un peu ce que font les autres, comment pensent les autres et d'échanger aussi avec des gens qui vivent la recherche, pas juste qui la font. Donc ça, c'est super intéressant. Oui, vraiment intéressant. De grands invités intéressants qui vont tous débattre de ces thèmes-là que sont les biais en recherche. Donc, on va recevoir Christine Barnard, qui est directrice exécutive d'Artic Net, Simon Coulombe, qui est professeur au département de relations industrielles ici, c'est à l'Université Laval, Hugo Allary-Massé, professeur adjoint c'est au département de réadaptation de l'Université Laval. Et donc, voilà, en plus de Karine, beau panel. En plus, vous le disiez, là, ce sera animé par Michel Jean. Qui d'autre que Michel Jean? Là? Donc, lui, il va prendre sa pause matinale, donc sa pause de chef d'antenne à TVA pour visiter nos studios, puis animer cette belle discussion avec 4 superbes chercheurs pour parler c'est ça, des rôles, des tâches qui incombent aux chercheurs, mais entre autres, là, en ce qui a trait aux enjeux de diversité, équité et inclusion. C'est un peu de ça dont j'aimerais discuter avec vous, Karine. On va commencer par vous présenter en bonne et due forme. Sur votre page de présentation de l'université, vous mentionnez que vos intérêts de recherche et de publication portent sur la reconnaissance des droits des premiers peuples, l'usage de la technologie numérique, l'intelligence artificielle au service de la justice sociale, l'éthique de la recherche, en contexte autochtone et aussi de la responsabilité sociale des chercheurs. Commençons peut-être par les droits des premiers peuples. Karine, d'où vient cette passion? Ah ben, écoutez, cette passion me vient de quand je suis arrivée au Québec, parce que vous entendez sûrement à mon accent que j'ai une pointe d'accent français. Je suis arrivée au Québec en août 90, en pleine crise d'Oka. Je suis arrivée pour faire mon baccalauréat en anthropologie à l'Université Laval. Ah oui, pendant la crise d'Occam. Je suis vraiment arrivée en plein milieu de la crise d'Oka et j'ai été stupéfaite de voir
qu'un pays comme le Canada et au Québec particulièrement, qui a une image de pays très progressiste, il y avait énormément de racisme, de discours racistes, puis de tout un débat sur des droits de groupe. Je pensais qu'il n'y avait même pas de débat. Donc, je suis arrivée vraiment en plein là-dedans, en anthropologie. Donc, j'ai commencé vraiment à regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, regarder les processus de négociation, etc. Puis, de fil en aiguille, à m'intéresser à ces droits-là et comment est-ce que les groupes, notamment les premiers peuples, reconnaissent, quelles stratégies mettent en place pour faire reconnaître ces droits-là. Parce que la crise d'Occam semblait faire partie d'une conversation qui était beaucoup plus large que juste le phénomène du golfe à Occam. Donc voilà, c'est parti comme ça en fait. Je me rappelle de cette époque-là. Moi, j'étais assez jeune à cette époque-là, puis je me rappelle que j'avais écouté ça. Puis c'était assez frappant, là, c'était toujours à la télé. Mais c'est plus tard que quand je me suis mis à réécouter là, des vieux extraits, des vieilles entrevues, c'est là que je voyais que le débat, il avait solidement dérapé, là. Les commentaires, il y avait des vox pop populaires, puis waouh, là, ça sortait, c'était pas beau. Les préconceptions, biais et préjugés, sinon carrément du racisme, là, c'était pas beau à entendre, là. Exactement. Mais c'est là où on voit la différence d'âge entre vous et moi, parce que je l'ai vécu, j'étais déjà jeune adulte. Et je me rappelle à l'université, qui était pourtant un milieu qu'on pourrait dire ouvert Ben oui. à la discussion. Et donc, moi, j'étudiais en anthropologie. Il y avait des étudiantes autochtones, particulièrement Innu, puis qui déjà vivaient du racisme, pas forcément des étudiants en anthropologie, même si peut-être ça aurait été possible, mais d'autres, et je me rappelle, qui se cachaient et qui avaient vraiment très, très mal vécu. À juste titre, là, toute cette période-là. Et ça, je me rappelle, ça m'avait énormément frappé. Puis c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler sur les questions de revendication, déjà, comme je disais, puis des droits, quoi. Et avec ça en arrière de la tête. Puis c'était aussi au moment de la commission. De la commission royale sur les peuples Ah autochtones oui. qui a débuté quand même un petit peu après, mais voilà, c'est tout dans ce mouvement-là. Passionnant. Il reviendra peut-être un peu plus tard dans l'entrevue. J'aimerais finir votre parcours. Moi, il y avait la dimension intelligence artificielle là, qui m'intriguait. C'est arrivé comment dans ce thème-là, dans votre carrière? Comment on passe de droit des premiers peuples et intelligence artificielle? Ça se passe comment, J'avoue, la transition? j'avoue. On me la pose souvent, cette question-là, mais en fait, il y a vraiment une ligne rouge. C'est ça, ça a commencé où je regardais, donc j'ai une double formation, socio-anthropo, où je regardais un peu comment est-ce que les acteurs sociaux revendiquent la reconnaissance de leurs droits. J'ai aussi travaillé dans des projets de recherche qui étaient sur l'accès à la justice. Et donc, il y avait déjà je suis désolée, j'utilise une expression anglophone, mais cette conversation, en tout cas, c'est cette discussion sur la cyberjustice. Je travaillais au Centre de recherche en droit public à l'époque, qui avait des gros projets sur l'accès à la justice et l'accès numérique à la justice. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui venait du Cree Nation et qui avait mis en place, parce qu'on parlait beaucoup de participation à distance, notamment via la vidéoconférence à la fin, au début des années 2000, enfin vers 2010, on parlait pas mal de ça. Comment est-ce que la vidéoconférence pouvait aider à comparaître à distance? Est-ce qu'on pouvait dématérialiser complètement les processus de justice? Donc déjà, je collaborais à des projets de recherche. Et donc cette personne-là, qui venait du Cree Nation, avait l'intention de mettre en place des cours de justice en utilisant la technologie numérique pour justement autonomiser les justiciables Cree qui avaient systématiquement besoin de se déplacer, notamment dans le sud, pour comparaître. Et donc, la réflexion a porté comme ça, comment est-ce que la technologie numérique, et quand il y a eu notamment toute une réflexion au niveau des sciences humaines, de travailler sur l'intelligence artificielle, entre la technologie numérique et l'intelligence artificielle, il y a un pas. Et donc, c'est là où j'ai commencé à regarder ça en ayant, si vous voulez, en arrière de la tête, euh, tous les enjeux de participation de groupes qui sont déjà socialement marginalisés, ou historiquement socialement marginalisés, économiquement aussi, et qui sont souvent vus comme des groupes qui ont une faible littératie numérique. OK. Et ça me semblait pas tout à fait en
on va dire, en adéquation avec ce que je remarquais sur le terrain, notamment avec une littératie qui est certes peut-être un peu faible à certains endroits, mais ça n'empêche pas qu'on peut tout de même mobiliser la technologie numérique et l'intelligence artificielle. Et bon, après ça, il y a eu un certain nombre de discussions sur les biais algorithmiques, sur les biais sociétaux. Et là, c'est là où on a mis en place l'Obvia et j'ai collaboré, j'ai été dans les premiers chercheurs au sein de l'Obvia justement sur comment est-ce qu'on pourrait regarder les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on pourrait réfléchir et développer une pensée critique par rapport à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle qui est encore là et comme un peu, alors je vais peut-être en faire sauter certains, mais qui est comme une continuité du numérique, si vous voulez. C'est une, Oui, c'est comme si c'était les mêmes problèmes, mais accentués peut-être encore davantage par l'intelligence artificielle, une technologie qui est encore plus puissante peut-être, qui génère des problèmes qu'on avait déjà vus se dessiner là, avec les premières technologies, mais là peut-être avec un peu plus d'acuité puis d'intensité, je dirais, là. Tout à fait. Puis en plus, c'est une technologie qui, on pourra certainement y revenir, mais qui en plus est issue, c'est-à-dire que qui se base sur les mêmes inégalités, par exemple, qu'on a documentées en sciences sociales depuis des dizaines d'années. Et donc, c'est ça qui est malheureusement intéressant, c'est que finalement, il n'y a rien de nouveau, mais c'est juste qu'on fait des ponts, ou on fait des liens qu'on ne faisait pas avant entre sciences sociales et notamment tout ce qui est technologie et les recherches, en tout cas ce qu'on dit en anglais, là, le STEM, mais les sciences et technologies. OK, ben, on va en parler, tiens, des biais en intelligence artificielle, là. La transition, elle est faite. Donc, vous faites de la recherche, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis, j'aimerais justement me servir de ce thème-là pour tranquillement là, verser vers les biais en recherche. Mais commençons par les biais en intelligence artificielle. Pouvez-vous nous donner un exemple euh, d'usage ou d'application en intelligence artificielle? À quoi ça peut ressembler là, concrètement là, pour qu'on ait une idée en tête? OK. Par exemple, il y en a plusieurs, mais bon, dans votre téléphone intelligent, il y a plusieurs applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Facebook en est un. Duolingo, par exemple, ou des applications de traduction comme Ah oui. DeepL, par exemple. Il y a ça. Tous les outils de reconnaissance faciale, comme par exemple quand vous voulez débloquer votre téléphone avec l'empreinte Oui, du la visage. caméra qui nous regarde, puis Exactement, ça s'en est. Avec l'empreinte vocale aussi, enfin, c'est sur une base quotidienne. Ce qu'on voit, ce qui est plus problématique, je dirais, que la littérature a montré, c'est notamment des outils d'aide à la prise de décision dans le service public, ou notamment les derniers exemples auxquels j'ai eu accès, il y a une chercheure justement qui est l'Université Laval qui travaille sur une application. Alors, c'est pas bien clair si cette application-là utilise l'intelligence artificielle ou quel type de technologie numérique, mais justement pour aider à la prise de décision des réfugiés et des personnes immigrantes. Et donc, ça aide les fonctionnaires, par exemple, du ministère de l'Immigration à décider quelle personne doit être acceptée ou pas. Et donc, ça trie un certain nombre d'informations. Donc, il y a ça quand on le voit notamment pour décider. Alors, en France, il y a eu à un moment donné des problèmes parce qu'il y avait un logiciel qui aidait à déterminer quel étudiant pouvait aller dans quel programme. C'était Parcoursup, je crois, donc c'était aussi avec l'intelligence artificielle. On a vu aussi donc tous les outils de reconnaissance faciale particulièrement qui sont utilisés, qui posent problème hmm. si on tombe sur les biais en termes de reconnaissance et de caractérisation d'un visage. Puis où ça se cache si on parle de cette technologie-là, où ça se cache les enjeux, ben, les enjeux qui sont plus de l'ordre de l'éthique, l'équité, l'inclusion, les biais, tiens, on peut les rentrer là. Où ça se cache dans cette technologie? En amont, dans l'application, dans l'utilisation, où ça se Ben, situe, là? un peu partout. Un peu partout. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment super intéressant depuis que, puis je prêche pour ma paroisse, on est d'accord, mais depuis que justement les géants en sciences sociales ont commencé à apposer leur méthodologie et leur point de vue, et leur analyse critique sur ce qu'est l'IA, il y a beaucoup de sociologues qui avaient commencé à réfléchir là-dessus, mais pour montrer que finalement, bon, il y a les biais algorithmiques, c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire que les données qui entraînent les algorithmes ont un certain nombre de biais, sont pas tout à fait représentatives de la société, donc il y a ça, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que, alors, je vais vous donner des biais algorithmiques, par exemple, ce qu'on s'aperçoit, c'est que
des systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, sont beaucoup plus fiables, et encore la fiabilité elle est relativement basse, mais sur des visages blancs. Ah Sur oui. des visages qui ont la peau foncée, ils ne sont pas capables de les détecter. Donc déjà, ça c'est un des biais. Alors, bon, les chercheurs notamment qui développent les algorithmes disent, bon, on peut débiaiser. Il Parce y a que souvent probablement que la banque d'images, ne l'IA contient s'est pas. entraînée à partir d'images, puis c'est surtout Exactement. des hommes blancs probablement. Exactement. Il y a ça en médecine, on l'a vu notamment, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans le cas de la COVID, mais en médecine, par exemple, il y a des applications qui aident à détecter le cancer de la peau. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'encore là, les données qui ont été utilisées, il y avait peu de personnes avec la peau foncée. Et c'est là où les sociologues, les anthropologues, ou en tout cas les gens en sciences sociales interviennent, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a peu de personnes dans les banques de dermatologues qui ont la peau foncée? Parce que ce sont des problèmes qui sont socio-économiques, parce que souvent, c'est des personnes qui ne vont pas voir le médecin, donc qui Ben prennent pas de oui. photos. Donc, il y a des enjeux qui ne sont pas juste des biais technologiques, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, Moi, où on l'exemple montre... que oui, Ouais. allez-y, continuez. Non, mais c'est ça. Et donc, qu'il y a des biais qui sont beaucoup plus profonds, des biais qui sont sociétaux et qui sont issus d'un contexte social, d'un contexte économique, d'un contexte historique, et donc qui vient intervenir, si vous voulez, qui viennent un peu court-circuiter non seulement la conception des outils d'IA, mais aussi leur mise en œuvre. Parce que c'est un autre, je dirais, des choses qu'on est en train d'analyser, c'est que pendant longtemps, on a pensé que la technologie avait été suffisamment neutre pour avoir le même effet sur tout le monde, mais ce qu'on s'aperçoit, et des fois ça m'étonne qu'on s'aperçoive de ça, c'est que on le sait depuis très longtemps en sciences sociales notamment, que les effets ne sont pas les mêmes dépendamment de notre statut social, notre Ben statut oui. économique. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire, ces liens-là actuellement. Vraiment intéressant. Moi, l'exemple que j'avais en tête, là, je vous écoutais parler. Moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était l'exemple d'Amazon, là, où l'outil en question a été développé par la compagnie en question, Amazon, pour sélectionner des CV. Puis, ben, parce que c'était trop long de sélectionner les CV, ils ont tellement de demandes, puis ils se sont arrangés pour automatiser puis informatiser tout ça. Donc, il y avait une application en intelligence artificielle. Puis l'application en intelligence artificielle, elle, pour la former, ils lui ont donné une banque de décisions qu'Amazon avait prises là, dans le recrutement avec plein de CV. Voici plein de CV qu'on a reçus, voici les décisions qu'on a prises. Celui-là, on l'a engagé, celui-là, on ne l'a pas engagé. Puis l'application, tranquillement, s'est éduquée à partir de ces décisions-là, mais donc des bonnes décisions, mais aussi des moins bonnes. Puis à la fin, ben, l'application, le résultat de tout ça, c'est qu'il y avait un biais dans l'application où tranquillement, l'application, curieusement et très intensément compris que dans les décisions passées, on avait plutôt tendance à exclure ben, les personnes de genre féminin. Mhm. Puis la conclusion de l'application, c'est qu'elle s'est mise carrément à écarter les CV de femmes, entre autres en se disant, ben, c'est sûrement un caractère discriminant parce que depuis plusieurs années, ils en ont tassé un peu plus de femmes. Donc, elle a juste intensifié le processus décisionnel en disant, ben, finalement, c'est un critère discriminant. On va juste tasser les CV féminins. Aviez-vous déjà entendu parler de cette histoire-là, Karine? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a plein d'histoires comme ça. Une autre, je sais qu'un autre facteur discriminant, des fois, c'est aussi le code postal, où Oui, finalement, on on se finit par disait, bon, savoir ben où elle est, voilà, là. exactement. Donc, il y a des quartiers qui sont, notamment en assurance, réputés comme plus dangereux. Donc, bon, et en fait, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises qui, on va dire, déjà sont peut-être discutables, mais qui font des raccourcis sur des impacts sociaux qui ne reflètent plus la réalité. Et le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que, bon, vous l'avez dit, ça traite des données à grande échelle. On parle des big data notamment, mais donc, c'est pas sur des peu de personnes, c'est à très large échelle, et c'est en train vraiment de se mettre de se déployer au sein de la société d'une manière très large aussi. Donc c'est ça le problème, c'est que ça ne touche pas juste une coupe de gens, là, ça touche vraiment des groupes de population, et des groupes de population malheureusement qui déjà souffraient d'une discrimination et d'une marginalisation. C'est ça le problème aussi, c'est que ça s'applique alors que ça devrait, on va dire,
supporter une certaine égalité, en fait, ça renforce une inégalité. C'est Oui. là où ça devient problématique. C'est comme si l'espèce d'inégalité était déjà inscrite dans, ben, non seulement dans la technologie, mais dans l'application ensuite. Donc, c'est un peu partout. Cette inégalité-là, là, elle serait partout, en amont, en aval. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire un peu lorsque je lisais une de vos entrevues, vous disiez que les technologies d'intelligence artificielle, et là ici je vous cite, sont à la fois le produit de cette société et le reflet de cette société. Est-ce que c'est un Et peu tout ça à que ça veut fait. dire? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi le fait de, quand on collecte des données, quel type de données on les collecte, comment est-ce que les liens qu'on fait, et l'exemple sûrement que j'ai dû citer cet exemple-là, mais par exemple, les développeurs ont une formation en technique, en génie, Mhm. je ne sais pas exactement, en informatique, Informatique, oui. en statistique aussi. Et donc, ils vont par exemple dire, OK, je me rends compte que les chiffres disent ça. Alors, par exemple, en santé, l'exemple que j'utilise toujours, c'est qu'en santé, ils vont dire, oh, on voit que telle personne a dépensé beaucoup plus d'argent en santé. Ce qui veut dire, on suppose que donc, elle Mhm. est en mauvaise santé puisqu'elle a Mhm. dépensé beaucoup plus d'argent. Donc, ça veut dire que quand cette personne-là, par exemple, va arriver à l'hôpital, elle va être prioritaire parce que visiblement, elle a dépensé beaucoup plus. Alors qu'en fait, quand on fait des analyses croisées notamment ou des analyses intersectionnelles, on voit que justement, les personnes qui ont peut-être dépensé le moins sont peut-être aussi des personnes qui n'ont pas les moyens de dépenser en santé. Ah Donc, oui, c'est vrai. ces personnes-là, quand elles vont arriver à l'hôpital, elles vont être justement encore plus prioritaires parce qu'elles vont arriver à l'hôpital en dernier recours, Ah étant oui. donné qu'elles n'ont pas les moyens. Et donc, voilà, c'est c'est ce genre de débat. C'est pour ça que je disais que le fait que les personnes donc, il y a les biais qu'on a dans la société, les inégalités dans la société, qui déjà, le fait que les personnes, par exemple, soit ont peu d'accès à Internet, ne participent pas aux données, ne vont pas voir le médecin, etc., déjà ont une certaine invisibilité. Il y a les biais des développeurs qui rentrent en compte. Puis après ça, il y a sur quel type de population est-ce qu'on va développer. Parce que notamment les outils de prise à la décision, d'aide à la prise de décision, pardon, sont des outils qui sont mis pour automatiser et, on va dire, libérer les fonctionnaires d'un certain nombre de choses. Et souvent, malheureusement, c'est développé sur des décisions qui touchent des groupes qui sont malheureusement beaucoup plus prioritaires. Et donc, ces décisions-là, quand elles leur sont défavorables, elles leur sont lourdement défavorables parce que les conséquences, par exemple, de ne pas avoir une aide lorsqu'on a besoin d'une aide au logement parce que la machine décide qu'on n'est pas éligible, ou d'avoir une hausse de prime pour une assurance, elle a une conséquence beaucoup plus grave sur des groupes qui ont déjà une situation et un mode de vie précaire. Vrai. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand ça s'applique, on va dire, c'est des fois doublement ou triplement une discrimination. C'est ça qui est problématique. Vraiment, vraiment trippant comme sujet. Donc, on parle des biais intelligence artificielle. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous les biais en recherche. Donc, la transition est là, on le voit là, juste dans l'application, la technologie, on voit qu'il y a des biais un peu partout, en amont, en aval. Mais en recherche maintenant, hein, les chercheurs, ils font de la recherche et les chercheurs, ben, probablement qu'ils ont eux aussi des biais. La recherche en tant que système, elle aussi, elle doit avoir des biais qui se cachent un peu en amont, en aval. On est bien loin là, de l'archétype du chercheur ou de la recherche qui serait moralement neutre là, en sociologie. Je suis sûr que vous êtes familière avec cette expression-là. Donc, ce sont des êtres, ben, c'est ça, les chercheurs, c'est des êtres humains, pour le dire simplement, donc faillibles, avec des fragilités, donc qui vont véhiculer aussi leurs préjugés, préconceptions. Dans vos travaux, vous avez justement abordé la question de la recherche sur les premiers peuples. Donc, pour faire le lien avec les maladresses, quelles sont les principales maladresses justement commises par ces chercheurs-là lorsqu'ils souhaitent investiguer, explorer les enjeux de ces premiers peuples? C'était très tendance, encore, là, la recherche sur les peuples, les premiers peuples. C'est quoi les maladresses que ces chercheurs-là vont faire, là? Ben, premièrement, ça a beaucoup bougé depuis plusieurs années, notamment parce que les premiers peuples ont été extrêmement proactifs pour demander, pour exiger des changements dans les méthodes de recherche. Et justement, un des changements qui a été demandé, c'est de passer
recherche sur les premiers peuples à recherche avec les premiers peuples. Ah Et oui. donc, des enjeux des enjeux de collaboration et de participation. Et donc, des fois, les maladresses qu'on voit, parce que là, je travaille avec deux collègues, Nancy Groslouis-Maciou, qui est de la Commission de la santé et des services sociaux des premiers peuples du Québec et du Labrador, et Suzy Basile, qui est à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et donc, ces deux chercheurs-là ont mis en avant, si vous voulez, le fait que souvent, les objets de recherche sont développés sans pour autant qu'il y ait de consultation ou qu'ils répondent à des besoins des communautés. Et donc, ça donne des recherches qui sont développées comme ça un peu en silo. Puis après, la première des maladresses, c'est d'arriver en disant, ben voilà, j'ai cette recherche-là qui est super intéressante et on voudrait que vous participiez. Et donc, ce que disent certaines communautés, c'est c'est bien, on trouve c'est intéressant, mais pour nous, c'est pas une priorité, par exemple. Mhm. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit et de façon très intéressante. Donc, c'est quand même des discussions qui existent en sciences sociales depuis les 20 dernières années et qui commencent en intelligence artificielle parce que là, justement, il y a une résistance de la part de groupes qui sont justement marginalisés, qui commencent à comprendre les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et qui commencent à dire, bon, ben, vous ne pouvez pas développer des choses sans nous consulter. Donc, on est en train d'avoir cette même conversation, on va dire, C'est en qui IA. les autres groupes marginalisés? Ça ressemble à qui? Ça peut être, alors par exemple, vous voyez, je discutais ce matin avec des représentants d'associations de personnes âgées qui veulent être Ah oui. justement consultés, des groupes de personnes racisées, des groupes, notamment des groupes autochtones. Donc voilà, c'est tous les groupes qu'on connaît dans la société qui font face à des enjeux de consultation ou de consentement, notamment sur un certain nombre de décisions qui les concernent. Est-ce que les maladresses changent d'un groupe à l'autre ou typiquement, là, c'est à peu près les mêmes catégories de maladresses ou d'incompétence des chercheurs envers certains groupes? Je ne sais pas si c'est vraiment des incompétences parce que il y a beaucoup de chercheurs qui sont super ouverts, mais c'est peut-être de ne pas Inconscient, savoir. là. Ça Oui, reste peut-être inconscient. inconscient parce que quand vous disiez les chercheurs sont des personnes humaines, certainement. Puis ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est que les chercheurs sont des acteurs sociaux avec ce qu'ils représentent et avec ce qu'ils connaissent ou ne connaissent pas la réalité. Mhm. Alors il y a des chercheurs qui connaissent bien le terrain parce que ils l'ont fréquenté dans une carrière précédente, par exemple. Mais des fois, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, ce que disent notamment les peuples autochtones en éthique de la recherche, c'est de nous consulter, c'est la meilleure façon pour vous de vous assurer que la recherche soit adéquate avec la réalité, puis qu'elle réponde à nos besoins. Donc, ça va vous donner quand même une acuité et comment dire, représentativité vraiment du terrain qui sera accrue par rapport à ce que vous pourriez déterminer. Quelle sorte de conseil vous donneriez à un jeune chercheur ou une jeune chercheur qui commence en recherche puis qui souhaite justement explorer les premiers peuples, faire de en faire de véritables participants à la recherche? Donc, comment on fait pour habilement et prudemment intégrer ces minorités ou ces populations marginalisées à des projets, là, tout ça en respectant là, les principes d'équité, justice, réciprocité, nommez-les, là. Comment on fait Mhm. pour bien faire les choses? Je pense qu'il faut d'abord faire ses devoirs et d'aller voir un peu ce qui s'est fait, ce que justement, et particulièrement au Canada, il y a des grosses avancées qui ont été faites par les organisations autochtones, y compris de recherche, sur l'éthique de la recherche, donc les voir, de savoir d'être relativement réaliste par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai un de mes étudiants qui disait ah, mais moi, je veux aller en communauté faire de la recherche sur la violence faite aux femmes. Je dis, mais je trouve ça super, mais est-ce que tu as des contacts? Il me dit, non, j'en ai pas. Et je lui dis, mais tu sais, il y a une autre barrière, c'est que tu es aussi un homme. Donc, Mhm. il faut développer. Et ça, souvent, il y a ce qu'on aimerait faire en recherche, puis il y a ce qui est possible, et il y a Mhm. aussi le fait qu'on a face à nous des gens qui ont une idée aussi très précise de ce qu'ils veulent faire et pas faire. Et donc, je pense que c'est important de le respecter, puis d'être vraiment humble sur ce qu'on peut arriver à comprendre. Donc, à partir du moment où on a une certaine humilité par rapport à ce qu'on peut arriver à comprendre, c'est donc de demander à l'autre, écoute, je pense que c'est ça, mais je pense que je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, c'est Ouais, une de créer ce manière, dialogue-là. Là. c'est ça, d'intégrer. Puis quand les gens disent, bah,
tu es vraiment dans les patates, bah, c'est correct. Je dis, bah, ah, ok, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ben voilà, si, tu sais, on pourrait faire comme ça. Et donc, de vraiment développer un dialogue avec les gens, puis de se dire que c'est la recherche qui va en bénéficier parce Mhm. qu'elle sera vraiment développée en conformité avec ce qui se passe sur le terrain. Et donc, ce ne sera pas une lecture, on va dire, externe de la réalité, mais une lecture interne avec un certain nombre de méthodes scientifiques. Donc, voilà. Et je pense que déjà, juste ça, c'est bien. Puis après ça, il y a un certain nombre de protocoles qui ont été développés qui permettent d'encadrer la recherche et à la fois de protéger les étudiants et de protéger les personnes qui participent. Alors, il y a le formulaire de consentement et les procédures éthiques, mais beaucoup de communautés, par exemple, demandent à ce que les chercheurs, y compris les chercheurs étudiants, développent des protocoles, c'est-à-dire c'est des ententes ou les lignes directrices où on prévoit toutes les étapes de la recherche. Et ça, au moins, c'est très clair. On sait exactement, nous, chercheurs, où est-ce qu'on s'en va. Et les gens qui participent savent exactement où est-ce que le chercheur s'en va et à quelle étape ils vont être sollicités. Donc, ça évite de mettre le fardeau sur le chercheur et ça évite de mettre le fardeau sur des communautés. Parce que des fois, c'est ça, on trouve que c'est très pertinent, mais ça l'est pour nous, puis ça l'est pour notre carrière, mais ça l'est pas forcément pour les gens qui participent. Tout à fait. Est-ce qu'on aurait besoin de d'autres choses? C'est-à-dire que là, on parle du chercheur, de la communauté, mais les institutions ou les bailleurs de fonds, toutes ces grandes organisations-là là, qui encadrent la recherche, puis qui encadrent aussi la recherche sur les premiers peuples, les minorités culturelles, est-ce qu'on aurait besoin d'ajuster quelque chose, de changer quelque chose à l'intérieur du système pour bonifier encore ce système-là? Moi, je pense que à date, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'elles ont énormément fait, notamment les bailleurs de fonds, les trois agences au Canada et au niveau du Québec aussi, ont vraiment poussé une réflexion très profonde Il y a un grand sur juste chapitre, là, juste dans l'énoncé de politique des trois conseils, il y a un chapitre exactement. là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, moi, je commencerai par ça, là. Exactement, il y a ça et c'est un chapitre qui a été développé en collaboration avec des chercheurs autochtones, qui est vraiment très inclusif de cette perspective-là. C'est la même chose, il y a cette même procédure-là au niveau du FQRSC, du RSNG, donc des organismes subventionnaires au niveau du Fédéral. Québec. Et donc, déjà, ça c'est intéressant. Puis je sais que dans chaque institution universitaire, ils reprennent ça, ils demandent quand on prépare une demande éthique, ils en parlent, les superviseurs aussi, mais donc certainement qu'il va falloir que ça évolue, mais je trouve que déjà c'est bien parti. Un des éléments, par contre, sur lequel je trouve que ça j'en ai déjà parlé avec le CRSH, mais c'est que la pandémie et le fait de Ah, ne plus pouvoir se déplacer on a des nouvelles pratiques. Alors, ce ah sont oui. les mêmes lignes directrices qui s'appliquent quand on fait de la recherche dématérialisée, mais il y a des enjeux des fois qui émergent et pour lesquels les lignes directrices ou l'énoncé des trois conseils est pas très clair. Donc, je Ah, pense qu'il va falloir, sur le consentement, par exemple, de la collecte de données qui sont numériques, toute la numérisation et tous ces enjeux-là de dématérialisation, je pense qu'il va falloir préciser les lignes directrices. C'est le seul commentaire que je ferai par rapport à ça. Euh, excellent. Donc, ça a été bonifié. On s'en va dans la bonne direction, puis peut-être l'ajuster, c'est ce que vous disiez, là, aux nouveaux enjeux numériques. La COVID nous a plongé là-dedans assez solide, là. Exactement. Ben, écoutez, c'est vraiment intéressant, vraiment généreux, Karine. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast. Content que vous ayez pris le temps de nous rencontrer plus longuement. Donc, convaincu que je suis pas convaincu que pendant le panel, vous allez avoir le temps d'aborder le corps peut-être de ce que nous avons exploré, d'où l'existence peut-être de ce podcast-là. Je me mets à la place du chercheur, du jeune chercheur là, qui est soucieux de ces enjeux-là. Je suis convaincu que grâce à vos conseils, vos réflexions, puis si on ajoute ceux du panel, ça sera tout à fait aidant. Merci encore, Karine, d'avoir partagé vos réflexions. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un grand plaisir. Et j'espère qu'on va avoir de super discussions lors du panel. La docteure Karine Gentelet donc, fera partie de ce panel. Ce sera mercredi le 4 mai prochain, de 9 h à 10 h 30. Dans le cadre de notre semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, venez prendre votre déjeuner avec nous. Prenez votre trio, là, café, croissant et Zoom. C'est ce on vous promet. La conférence est intitulée Les biais en recherche, entre science et inconscience. Voilà, c'est tout.
Merci encore à la professeure et chercheure Karine Gentelet d'avoir accepté notre invitation. On se revoit au panel. Allez voir les infos sur notre site sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.